Bonjour à tous et merci de participer à notre premier webinaire. Donc c'est un exercice assez nouveau pour le cabinet. Alors l'occasion se prêtait bien à cet exercice parce que le 100% santé est une problématique qui touche beaucoup les mutuelles santé et que les mutuelles santé avec qui nous travaillons sont éparpillées sur toute la France. Donc il y avait un certain intérêt à proposer ce webinaire aujourd'hui. Donc nous sommes une trentaine de participants et normalement vous avez tous sur la droite de votre écran un moyen de nous poser des questions. Alors l'objectif étant d'essayer de répondre à la totalité des questions à la fin de l'intervention. Alors tout d'abord, on souhaitait vous présenter très rapidement le cabinet Actuelia pour les personnes avec qui nous ne travaillons pas. Aujourd'hui, Actuelia est un cabinet qui est composé d'une vingtaine de consultants. On travaille beaucoup sur les problématiques liées à Solvabilité 2, mais également toutes les problématiques produits, et donc le reste à charge zéro, le 100% santé, est un sujet d'actualité important pour les différents consultants. Nous sommes deux associés fondateurs et nous travaillons dans le conseil depuis à peu près entre 15 et 20 ans maintenant. On travaille avec une centaine de clients, que ce soit des mutuelles santé, mais aussi des mutuelles non-vie ou des compagnies d'assurance. On est assez proche du milieu universitaire, on a des stagiaires et des actuaires mémorialistes tous les ans, et on travaille en grande proximité avec les différents organismes professionnels tels que la FNMF, la ROAM et l'AM. Quelque chose qui est important pour nous, c'est la volonté d'avoir un cabinet de proximité et d'avoir des relations de partenariat technique avec nos clients. On essaye d'être le plus pragmatique et pédagogue possible, qui n'est pas forcément la qualité principale des actuaires, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire, et en général, nos interlocuteurs sont les directions générales, les directions techniques, et de plus en plus les conseils d'administration et les comités d'audit, avec qui nous travaillons sur les problématiques techniques sur lesquelles ils doivent se pencher aujourd'hui. On intervient sur la totalité du projet Solva 2, que ce soit les sujets piliers 1, mais aussi beaucoup sur les sujets d'ORSAT, gestion des risques et politique. Évidemment, on travaille sur le pilier 3 et tout ce qui est rapport narratif et les sujets de QRT. Donc on est sorti de cet exercice difficile il y a quelques semaines, et c'était aussi l'occasion de positionner le 100% santé juste après les éléments de collecte. On intervient de plus en plus sur des travaux d'actuariat, d'inventaire et de produits, de tarification, et on commence à avoir une équipe qu'on propose pour renforcer les structures techniques de nos clients, sous la forme de régie. Et enfin, on est aussi connu pour l'ensemble des formations, puisque le cabinet doit animer environ entre 150 et 200 formations par an, principalement à destination des conseils d'administration. Donc je vais passer un peu vite sur les travaux qu'on peut faire. Actuariat produit, beaucoup de réglementation, audit, provisionnement et formation. Un des points particuliers qu'on essaye de mettre en avant, c'est qu'on essaye de travailler en général avec des outils Excel, et dans notre manière de faire, on diffuse assez facilement nos fichiers de travail. Et si nos clients veulent s'approprier les méthodes, les modèles, on est très heureux qu'ils puissent avoir tous les outils pour le faire. Donc voilà la vision qu'on a de notre métier, et donc l'objectif d'aujourd'hui était de parcourir le projet 100% santé et d'essayer de vous donner les clés pour mener à bien ce projet au sein de vos organismes. Alors, on a principalement des mutuelles santé, donc on parle souvent de mot mutuelle, mais globalement, c'est un projet qui va traverser différents organismes, que ce soit les courtiers, et on a quelques courtiers qui participent à notre échange aujourd'hui, des compagnies d'assurance évidemment, et principalement les mutuelles santé. Donc je vais laisser la parole à Camille et à Camille Blanvanet et Véronique Landé, qui est notre experte également sur le sujet et qui a eu la gentillesse d'accepter de participer à cet échange avec vous. N'oubliez pas que vous avez la case questions. Donc,
voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et les conférencières essaieront de répondre à l'intégralité de vos questions. Voilà, je vous passe la parole, Camille et Véronique. Bonjour à tous. La présentation de ce matin va consister en trois parties. Alors, un léger rappel du contexte, puis le rappel réglementaire, et puis deux points qui intéressent particulièrement les mutuelles en ce moment, c'est les impacts sur votre structure, et on verra qu'ils sont multiples et qui vont donc intégrer différentes parties prenantes de vos structures. Et puis finalement, on a vu ça au départ comme une menace, mais finalement, comment tirer profit de la réforme? Et ce sera la question qu'on se posera dans la dernière partie. Je vais laisser Véronique commencer sur le contexte. Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, on va refaire un petit panorama du contexte tel que se présente l'assurance santé en France aujourd'hui et la santé tout court. Dans un premier temps, on va faire un rappel à la fois réglementaire et du contexte économique. Donc, si on reprend les grands chiffres aujourd'hui de la santé en France, la consommation de services et de biens médicaux en 2017, elle se chiffrait à un tout petit peu moins de 200 milliards d'euros, ce qui place la France à une consommation qui est de l'ordre de 12% de son PIB, et par rapport à l'ensemble de l'OCDE, ce sont des chiffres issus de l'OCDE, elle se situe un petit peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Pour rappel, la consommation de biens médicaux dans l'OCDE est à 9% du PIB, avec 4,3% pour le plus bas et 17,2% pour les États-Unis en tête de liste. Comment se répartit cette consommation de services et de biens médicaux? Nous avons un système qui est quand même très pris en charge par un régime de base qui s'appelle la sécurité sociale, puisque sa part est de 78% aujourd'hui. Ensuite, il y a 13% qui sont pris en charge par les différentes organismes complémentaires, que ce soit les mutuelles, les compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance, etc. Le reste à charge, tous les ménages, est de 8%, et puis il y a une petite part qui est prise en charge directement par l'État, de 2%. Alors, la consommation qui est directement prise en charge par l'État, c'est par exemple la CMU ou les collectivités territoriales. Sur la partie globale de ce chiffre de 200 millions, je fais un petit rappel. C'est ce qu'on appelle les prestations provisoires, c'est-à-dire que ça ne contient pas la consommation médicale de la population handicapée ainsi que les personnes âgées qui sont en institution. Si on rajoute tout ça, la consommation totale atteint quasiment 260 milliards d'euros, donc un chiffre plus élevé. La CSBM est focalisée sur ce qu'on appelle les prestations provisoires, c'est-à-dire les personnes qui, a priori, sont soignées dans le but d'être guéries. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est ce reste à charge, puisque c'est ça qui pose souci, et c'est ça que la réforme réglementaire mise en place par le gouvernement va essayer d'améliorer. On constate qu'en fait, ce reste à charge est en part décroissante depuis de très nombreuses années. On vous a mis le graphe de cette décroissance. On voit qu'elle était inférieure à 10% en 2008 et très légèrement supérieure à 8% en 2017. Donc elle décroît doucement mais régulièrement. Ce qu'on peut constater en regardant cela, c'est qu'il n'y a pas eu un infléchissement très important de la courbe lors de la mise en place de la santé pour tous. On pourrait croire que cette mise en place en 2015, qui s'est étirée jusqu'à 2018, de l'obligation
de toutes les entreprises du secteur privé de mettre en place un régime de complémentaire santé pour leurs salariés allait infléchir de façon importante ce reste à charge. Et on voit que la courbe n'a pas tant bougé que ça sur la pente descendante qu'elle avait. Alors c'est dû à plusieurs choses. D'abord, cette obligation de mettre en place une complémentaire dans les entreprises a provoqué un effet migration de personnes qui étaient couvertes à titre personnel et qui sont maintenant dans un régime collectif. Par ailleurs, cette réforme, comme vous le savez tous, n'a pas touché toute la population française, mais uniquement les salariés du secteur privé, et notamment n'a pas touché les fonctionnaires et n'a pas touché les travailleurs non salariés. Donc, évidemment, elle a eu un impact, mais limité, et donc, en effet, ça n'a pas infléchi complètement la courbe. On va faire un petit rappel sur la façon dont, selon les postes, les restes à charge ont ou pas de l'importance. Alors, en France, le remboursement, le régime de base est quand même très important sur toutes les pathologies importantes et graves, et notamment, par exemple, sur les soins hospitaliers, on voit que la part des sécurités sociales est de 92%. Aujourd'hui en France, dès qu'on a quelque chose qui est un petit peu grave, si on reste dans le secteur public, tout est payé par la sécurité sociale. Le remboursement atteint 100%. Si c'est un tout petit peu moins grave, le remboursement est quand même de 80%. Et donc, la part des complémentaires et des ménages est soit sur le secteur privé, soit sur des services additionnels, comme les champs particulières, la télévision, etc. Mais elle reste sur une marge qui est faible. Donc, ce que je dirais, le très très gros risque est déjà très bien couvert. Là où le reste à charge des ménages est plus important et où il y a une demande, c'est sur les soins de ville, les médicaments et les autres biens médicaux, sachant que également le transport est très très bien couvert. Alors, qu'est-ce qui a fait quand même qu'il y a eu une énorme demande? C'est un état des lieux économique global de la consommation des frais de santé. Il y a 3 postes qui particulièrement ont interpellé les pouvoirs publics avec des remontées du public. Le premier, c'est l'audiologie. En France, on dénombre 6 millions de personnes qui souffrent de difficultés d'audition. Et essentiellement, ce sont des personnes âgées, et il faut bien avoir en tête que cette population va augmenter, puisque nous sommes sur une population française qui vieillit, d'abord parce que la durée de vie s'allonge. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas les chiffres en tête qu'aujourd'hui, nous gagnons tous 5 heures de vie par jour. Je répète, 5 heures de vie par jour. Donc fatalement, la durée de vie s'allonge énormément, et fatalement, toutes les personnes qui décédaient avant d'avoir des problèmes d'audition, maintenant, ont des problèmes d'audition avant de décéder. Donc cette population de 6 millions va croître. Et le reste à charge sur cette population est de 53%. Donc c'est quand même un chiffre énorme. L'audiologie coûte cher. Et seulement 35% aujourd'hui de la population qui a une souffrance auditive est couverte. Donc on voit que seulement un tiers de cette population a recours à une aide auditive, et donc les autres entendent mal, ce qui provoque beaucoup de problèmes, notamment des problèmes d'isolement. Et ce qui est très dérangeant justement pour les personnes âgées, c'est qu'elles ont déjà des problèmes d'isolement du fait de la maladie, du fait du déplacement moins facile, du fait d'une vie sociale moins facile, etc., puisqu'elles ne sont plus obligées d'avoir des relations sociales par le travail, elles n'en ont plus, par l'école des enfants, elles n'en ont plus, etc. Donc c'est des personnes qui sont isolées, et le fait de mal entendre les isole encore plus. Le deuxième grand poste qui pose des problèmes, c'est le dentaire. En fait, c'est vrai qu'il est très très difficile de vivre sans dents, et qu'aujourd'hui, la part du dentaire représente un reste à charge très élevé, notamment sur les prothèses. Aujourd'hui, il est de 43%.
Il y a une enquête qui a révélé que 17% des personnes en dentaire ont renoncé aux soins pour des raisons économiques, alors qu'elles en avaient probablement besoin. Et le reste à charge sur la prothèse a doublé en 20 ans. Ce que communique l'organisation professionnelle des professionnels de santé en dentaire, c'est qu'aujourd'hui, ils font un tiers de leur chiffre d'affaires sur les soins, alors que ça leur coûte 2 tiers de leur coût. Et ils font 2 tiers de leur chiffre d'affaires sur les prothèses, alors que ça représente 1 tiers de leur coût. Donc il y a une espèce de basculement chez les professionnels de santé entre le coût des soins et le prix des soins qu'ils reçoivent pour cela, ce qui font qu'ils avaient basculé leur coût sur un rattrapage sur les prothèses. Et c'est ça qui fait que le prix de la prothèse a beaucoup monté, et c'est ça que le gouvernement veut modifier, et a modifié en signant pour la première fois, alors qu'on en discutait depuis plusieurs dizaines d'années, une nouvelle convention avec la profession dentaire. Sur la partie optique, il y a également des restes à charge élevés, beaucoup moins élevés que sur la partie dentaire, puisque la partie optique a déjà été énormément travaillée au moment du nouveau contrat responsable, où on a monté le prix de remboursement des verres de façon importante, où on a mis en place des prix d'équipement excusez-moi, je cherche le prix de la monture, voilà, j'ai un trou de mémoire, merci, heureusement qu'on est deux. Le prix de la monture a été revu et corrigé, et donc fatalement ça a quand même amélioré les choses, mais ça fait un reste à charge important. Ce qui a aussi amélioré les choses, c'est la signature pour un certain nombre de professionnels de santé et d'opticiens avec des réseaux qui sont négociants d'un ensemble de prestations pour les mutuelles complémentaires, alors qu'il y a quand même moins de professions dentaires qui avaient signé ces accords. Donc voilà, il y a toute cette problématique qui fait qu'aujourd'hui, si on a des moyens économiques limités, on entend mal, on se nourrit mal parce qu'on n'a pas forcément la dentition adéquate pour pouvoir se nourrir, et on y voit mal. Je ne rappellerai pas qu'un président a été gravement atteint par une image parce qu'il appelait les gens sans moyens les sans dents. Voilà. Donc ça prouve bien qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Donc ce que nous allons voir maintenant, c'est par rapport à cette réforme qui, au départ, s'est appelée RAC 0, et puis il y a des communicants qui ont fait savoir que parler 0, c'était peut-être négatif, qu'il valait mieux parler 100%, et le nom a changé en 100% santé. Nous allons voir tout ce qui a été fait au niveau de ces 3 postes. Un petit détail, ce qu'il faut ajouter, c'est que s'il y a un reste à charge important, c'est aussi parce que les mutuelles complémentaires ont été choisies à des niveaux faibles par les personnes qui ont des moyens faibles. Et du coup, les remboursements sont un petit peu plus bas. Alors, contexte et rappel réglementaire, du fait de tout cet environnement économique, c'est une promesse de campagne du président Emmanuel Macron de faire pendant son quinquennat des mesures extrêmement précises pour que sur ces postes, les personnes à moyens limités et les autres, si elles le souhaitent, puissent avoir des remboursements à 100%. Donc, sur ces 3 postes, audioprothèse, optique et dentaire, il y a eu une véritable prise en charge, une véritable réglementation de prise en charge de l'ensemble des coûts. Pour compléter la présentation que j'ai faite jusqu'à maintenant, je voudrais citer un sondage qui a été fait par Deloitte, par le biais d'Opinionway en 2017. Globalement, 75% des Français sont satisfaits
des régimes de santé en France, mais 48% ont au moins une fois renoncé à un soin à cause du coût. 75% des Français voudraient que le prix de la cotisation proposée par les mutuelles soit sous contrôle. Donc ça, c'est quand même un problème important. 65% des Français souhaitent une couverture universelle pour 100% des Français. Donc, on y vient, puisqu'il va être possible sur ces postes d'avoir des remboursements à 100% et des restes à charge complètement nuls. Situation à ce jour de l'ensemble de la réglementation. À peu près tous les textes sont sortis, avec les deux derniers décrets le 11 janvier et le 31 janvier 2019. Par contre, on attend toujours là où les circulaires d'application et on a déjà vu dans le passé que des circulaires d'application soient sortis un 31 décembre pour une application le 1er janvier. Donc il faut la bosser et la mettre en application pendant le réveillon, ça c'est déjà vu. On espère que cette fois-ci la circulaire arrivera un petit peu plus vite. Mais voilà l'état actuel et Camille va maintenant vous présenter l'ensemble des mesures prises. Donc, un rappel réglementaire sur les différentes mesures prises sur les trois postes. L'audioprothèse. Donc, l'audioprothèse, les audioprothèses vont être distinguées à partir dès 2019 en deux classes. Une classe 1 qui concernera le dispositif 100% santé et une classe 2 avec des équipements à prix libre. Alors, on en reparlera dans la présentation, mais il faut savoir que c'est une réforme qui se met en œuvre progressivement, mais que dès 2019, il va y avoir un impact à la fois sur l'audioprothèse, le dentaire et l'optique. Pour l'audioprothèse, l'obligation par les mutuelles de prendre en charge le reste à charge sera effective à partir de 2021, mais des impacts vont apparaître dès 2019 et dès 2020. Alors, quels sont ces impacts? Quelles sont ces modifications? Sur les appareils de classe 1, la sécurité sociale va augmenter sa base de remboursement. Donc, elle est aujourd'hui, alors en 2018, la base de remboursement des audioprothèses était de 200 €, avec une prise en charge à 60% par la sécurité sociale. Cette base de remboursement va augmenter progressivement. Elle est en 2019 à 300 € et en 2021 à 400 €. C'est-à-dire qu'en 2021, sur tous les appareils de classe 1, la sécurité sociale prendra en charge 240 €. Ce que dit la réforme, c'est que sur ces dispositifs-là, les mutuelles devront prendre en charge à 100% le reste à charge. Alors pour limiter les coûts, il y a des prix limites de vente qui vont être imposés sur ces équipements et ces prix limites de vente vont eux aussi évoluer de façon progressive pour atteindre 950 € en 2021. Donc en 2021, un appareil de classe 1 coûtera au maximum 950 €. Il sera remboursé à 240 € par la sécurité sociale et donc le reste à charge de 710 € maximum devra être pris en charge par les organismes d'assurance. Alors, ces classes 1 devront répondre à des critères de qualité. L'idée, ce n'était pas de proposer des équipements 100% santé finalement non accessibles parce que de mauvaise qualité. Donc, il y a des contraintes précises qui ont été données aux audioprothésistes sur ces appareils-là. En parallèle, il existera toujours des équipements dits de classe 2 ou équipements à prix libre. Sur ces équipements-là, les audioprothésistes pourront pratiquer les prix souhaités, sachant qu'aujourd'hui, en moyenne, un équipement optique est évalué entre 1 300 et 1 500 € par oreille. Donc, ils pourront conserver ces prix-là sur les équipements classe 2. Ce qui change pour la mutuelle, c'est que sur ces équipements-là, vous pourrez uniquement proposer un remboursement maximum de 1 700 € pour conserver le caractère responsable de vos garanties. On a travaillé avec Actuelia avec beaucoup de mutuelles. 1 700 €, ça reste quand même un forfait très haut de gamme. On a dû peut-être l'apercevoir sur une ou deux garanties, mais a priori, vos garanties actuelles devraient déjà respecter ce plafond-là.
Pour les équipements de classe 2 comme pour les équipements de classe 1, la base de remboursement de la sécurité sociale va augmenter et donc il y aura une prise en charge supérieure par la sécurité sociale sur ces équipements-là dans les mêmes proportions que sur les équipements de classe 1. Nous rappelons ici les différents prix limites de vente et bases de remboursement évoqués. Deuxième poste concerné, le poste dentaire. Alors là, vous avez déjà dû normalement voir des modifications peut-être au niveau de vos systèmes de gestion. En tout cas, depuis le 1er avril 2019, une nouvelle nomenclature est apparue pour codifier les actes. Alors, cette nouvelle nomenclature, elle apparaît vraiment en lien directement avec la réforme solvabilité 2. L'objectif est de codifier l'ensemble des actes selon 3 paniers. Donc, pour chacun des nouveaux actes créés ou existants, on a attribué un panier. Alors, ça, on pourrait être sur un panier 0 qui correspondra au dispositif 100% santé, sur un panier 1 qui correspond à des tarifs maîtrisés, on y revient juste après, ou un panier 2 qui correspond au code acte qui se verront attribuer un prix libre. Alors, le panier 0, c'est celui qui concerne directement les mutuelles, puisque c'est sur ce panier-là que vous devrez apporter un remboursement à 100% du reste à charge. Alors là aussi, pour finalement partager le coût de la prise en charge entre les organismes d'assurance, le régime obligatoire et les professionnels de santé, les dentistes, il va y avoir un partage des coûts. La sécurité sociale a revu depuis le 1er avril 2019 ses bases de remboursement et ces bases de remboursement vont pouvoir évoluer jusqu'à 2022. Les dentistes vont eux aussi faire un effort puisque sur ces nouveaux actes, des prix limites de vente ont été fixés. Alors ces prix limites de vente sont progressifs pour pas que la réforme soit trop dure de façon soudaine. Et donc là aussi, les prix limites de vente vont évoluer entre 2019 et 2022. En tout cas, sur l'ensemble des actes concernés par le panier 0, donc par le dispositif 100% santé, il devrait y avoir une prise en charge à 100% par les mutuelles à partir de 2020 pour les couronnes et pour les bridges, et à partir de 2021 pour tous les autres actes concernés par le panier 0. Donc là, on montre quelques exemples. Je me concentrerai sur les prothèses dentaires. Les prothèses dentaires qui avaient aujourd'hui une base de remboursement à 107,50 € vont passer à une base de remboursement de 120 €. Alors certes, la sécurité sociale va donc mieux rembourser sur ces actes-là puisque la base de remboursement va augmenter. Par contre, gardez en tête, et on en reparlera sur l'impact financier, que si vos garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement, mécaniquement, vos remboursements vont également augmenter. Il y a un acte pour lequel la base de remboursement va diminuer, c'est les Imecor, qui va passer, alors ils peuvent être aujourd'hui soit 122 €, soit 144 € et qui passe à 90 €. Donc on voit une évolution à la fois des bases de remboursement et puis l'intégration de prix limites de vente. Sur les deux autres paniers, panier 1 et panier 2, alors le panier 1, sur ces deux paniers, en tout cas panier 1 et panier 2, vous n'aurez aucune obligation de prendre en charge à 100% le reste à charge. Ce qu'on voit, c'est que sur le panier 1, c'est les dentistes qui vont être impactés puisque les actes concernés par ce panier bénéficieront de tarifs réglementés et donc de prix limites de vente qui eux aussi sont progressifs. Pour le panier 2, aucune obligation de prise en charge par la mutuelle et aucune obligation en termes de plafond de prix par les dentistes. Donc c'est finalement des paniers qui resteront en tarif libre et ça représente environ entre 29 et 30% des actes dentaires. Donc en synthèse, on va avoir un panier 0 100% santé où là les mutuelles devront prendre en charge à 100% le reste à charge. Rassurez-vous, il y a des prix limites de vente qui vont être intégrés pour limiter justement le coût et une évolution de la base de remboursement pour principalement un surengagement de la sécurité sociale, alors qui peut être un désengagement sur certains postes. Sur le panier 1, uniquement l'intégration de prix limites de vente et puis une évolution éventuelle des bases de remboursement, mais sans obligation de prise en charge par la mutuelle. Et puis le panier 2,
uniquement une évolution de la base de remboursement, mais aucune obligation de la part des mutuelles de prendre le reste à charge ou de la part des dentistes de proposer des prix limités. Enfin, dernier poste, l'optique. Là aussi, on voit que comme pour l'audioprothèse et pour le dentaire, deux types de classes vont être proposées. Des dispositifs 100% santé, qu'on appellera les classes A, et puis des dispositifs classe B, qui eux seront à prix libre. L'objectif sur ces classes A, ça va être là aussi que la mutuelle intervienne à 100%. Là aussi, pour limiter le coût, des prix limites de vente vont être intégrés, à la fois pour les verres et pour les montures. Alors pour les montures, c'est assez simple, le prix limite de vente maximum de la monture sera de 30 €, sachant que ce prix limite de vente intègre également le remboursement de la sécurité sociale. Donc la mutuelle remboursera au maximum 30 €, y compris remboursement de la sécurité sociale. Il y a des prix limites de vente qui vont être également fixés sur les verres, mais là qui dépendront du type de verre, unifocaux, multifocaux, et puis selon les dioptries. On s'était déjà beaucoup concentré sur ce sujet lors du contrat responsable. Là, il faut savoir que le type d'acte simple, verre complexe, la nomenclature a légèrement évolué, mais en tout cas, les prix limites de vente et les bases de remboursement seront bien fixés par type d'acte. Classe A, les bases de remboursement de la sécurité sociale vont également évoluer plutôt à la hausse, là aussi pour participer au financement du reste à charge zéro. Sur les classes B, un impact important, c'est que ce sera certes des équipements à prix libre, sauf que deux points à noter. Le premier, c'est un désengagement alors quasi total de la sécurité sociale, puisque sur ces postes-là, sur ces postes de classe B, la sécurité sociale aura une base de remboursement de 5 centimes et prendra en charge finalement 60% de ces 5 centimes, soit 3 centimes. Donc un désengagement important de la sécurité sociale sur ces classes B. Au niveau des mutuelles, deux impacts. Tout d'abord, il faudra toujours respecter les plafonds et planchers du contrat responsable, sachant que ces plafonds et planchers vont légèrement évoluer, puisque à partir de 2020, la monture doit être remboursée au maximum à 100 € contre 150 € jusqu'à 2019. Donc on garde ce même principe de plafond et plancher, mais ces plafonds et planchers vont être tous diminués de 50 €. Autre point à noter, c'est que depuis l'entrée en vigueur du contrat responsable, les équipements étaient remboursables par les mutuelles tous les 2 ans, sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vie. Avec l'entrée en vigueur du 100% santé, on enlève la distinction majeur-mineur, mais ça passe à une distinction plus de 16 ans, moins de 16 ans. Cette réforme pour l'optique entrera pleinement en vigueur à partir de 2020. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais on a eu l'impression que sur l'optique, c'est là où la réglementation a mis le plus de temps à arriver. Quelles seraient les bases de remboursement par type de verre, quels seraient les prix limites de vente par type de verre. Mais finalement, c'est le premier acte qui rentrera complètement en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Alors, Camille vous a très bien détaillé, très bien expliqué tout ce qui va vous impacter directement vous, mutuelle. La réglementation ne s'est pas arrêtée à tout ce qui concerne la partie remboursement. Elle a eu deux autres volets. Un volet très important sur la prévention. Beaucoup d'actes de prévention ont été prévus. Et également des mesures à destination de publics particulièrement fragiles. Par exemple, je vais citer qu'on a mis en place pour les patients diabétiques un bilan parodontal de 50 €. On a mis en place des mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a eu, en plus de cette réglementation qui porte sur la façon dont les soins, les dentaires, l'optique, etc. vont être remboursés, des mesures de prévention importantes. Et également, ce que vous avez pu voir, c'est que dans l'ensemble, les remboursements ont été très nettement améliorés pour les enfants. Donc,
il y a deux publics fragiles qui ont été vraiment touchés, c'est les enfants et les personnes handicapées, diabétiques, etc. En plus de ça, le gouvernement a énormément insisté pour que désormais, il soit facile de comprendre ce pourquoi on est assuré et comment on va être remboursé. La ministre Agnès Buzyn a beaucoup insisté sur la lisibilité des garanties. Alors, je suppose que vous savez tous que très souvent, les gens ne savent pas ou ne comprennent pas comment ils sont assurés. Il est très courant d'entendre des gens dire je paye trop cher ma mutuelle. Ah, la mienne, elle n'est pas chère. Oui, mais pour quelle prestation? Ça, ils n'en savent rien. Donc, il y a des comparaisons de prix. Je pense que dans les guichets de vos mutuelles, vous voyez arriver des personnes qui vous disent ah, mon voisin, il paye moins cher que moi. Oui, mais il n'est pas remboursé de la même façon. Donc, il y a des comparaisons de prix qui sont des fois, par le public, complètement déconnectées de la garantie. Par ailleurs, toute cette réforme va complexifier les remboursements. Hein. Aujourd'hui, c'était déjà très complexe, ça va encore rajouter des couches au millefeuille. Donc, le besoin de lisibilité qui existait est en augmentation. Et là, l'UNOCAM a fait un travail important puisque le 14 février, je pense que vous le savez tous, un accord a été signé qui prévoit de mettre en place des libellés harmonisés sur 5 grandes catégories que sont l'hospitalisation, le dentaire, les soins courants, les aides auditives et l'optique, et une déclinaison en 19 postes, et l'obligation de communiquer sur des exemples chiffrés sur chacun de ces postes, de façon à ce que les consommateurs et le public comprennent mieux entre plusieurs régimes qu'est-ce qui va réellement être remboursé, qu'est-ce qui va réellement être à charge. Alors, nous allons détailler un petit peu plus loin, un peu plus toutes ces mesures, donc là je vais m'en tenir là. Également, on va parler d'un simulateur, mais je détaillerai un petit peu plus loin. Donc maintenant qu'on a présenté finalement le contour de cette réforme, on va regarder précisément quels sont les impacts pour les organismes. Alors, le premier impact auquel on a pensé, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est actuaire, mais en tout cas, le premier impact, c'est l'impact financier. On en reparlera juste après, mais évidemment, on a l'impression que si la mutuelle doit prendre en charge à 100% le reste à charge sur certains actes, ça va avoir un impact sur sa consommation. Mais au-delà de cet impact financier, il va y avoir un impact de conformité. On l'a déjà un petit peu évoqué, on se rend compte que les plafonds en optique vont évoluer, les plafonds en audioprothèse vont évoluer. Il va y avoir une nécessité de mise en conformité des garanties. Et puis un impact de communication. On parle de la lisibilité des garanties, il va y avoir un impact communication, marketing. On a vu aussi que la mise en œuvre de la réforme était progressive. Il va y avoir un impact sur le calendrier adapté pour mettre en place progressivement cette réforme. Et puis, on a parlé de base de remboursement, de prix limite de vente. Comment est-ce que ça va se traduire en termes de paramétrage? Donc si au départ le 100% santé, on a pu au départ plutôt identifier certes cet impact financier, on se rend compte que le 100% santé nécessite un vrai dispositif projet puisqu'il va toucher plusieurs aspects de la mutuelle et donc impliquer différentes parties prenantes. Alors si on commence par l'impact financier, on va dire que depuis les prémices de la réforme, depuis l'été dernier, on a commencé à calculer, ou en tout cas faire des estimations pour estimer le surcoût payé par les mutuelles suite à l'entrée en vigueur de cette réforme. Alors je vous dis, on a commencé l'été dernier, mais on a vu la réforme s'affiner, les textes paraître, et donc depuis janvier-février, on a une base assez solide de base de remboursement, de prix limite de vente, qui nous permettent d'estimer l'impact de cette réforme. On s'est rendu compte que cet impact dépendait évidemment de la structure de vos garanties. On s'est rendu compte pour une même mutuelle, à l'intérieur, il y avait des garanties pour lesquelles l'impact allait être à la hausse, et puis certaines, alors à la marge bien sûr, mais pour certaines garanties à la marge, l'impact pouvait être bénéfique, positif pour la mutuelle. Finalement, l'impact du 100%
santé va dépendre de vos garanties et du niveau de ces garanties. Est-ce qu'on est sur de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme? Sur l'entrée de gamme, le coût va être bien plus important que sur le haut de gamme. Si on prend l'exemple de l'audioprothèse, le prix limite de vente sera fixé à 950 € pour les dispositifs de classe A. Si aujourd'hui vos remboursements sont supérieurs à 950 €, ça a pu être le cas dans certaines mutuelles dites haut de gamme, finalement, la mise en place du dispositif 100% santé n'aura quasiment pas d'impact sur cette garantie-là. Au-delà de l'entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, le 100% santé va dépendre aussi de l'expression de vos garanties. Il va y avoir une différence essentielle selon que vos garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement ou en euros. Et puis si on a un forfait en euros, est-ce que ce forfait intègre ou non le remboursement de la sécurité sociale? Donc l'impact financier est un sujet complexe qui nécessite d'avoir une analyse fine de vos garanties et qui nécessite finalement un traitement ligne par ligne des actes remboursés pour se dire si on avait été en 2019, si on était en 2020, si on était en 2021, quel aurait été le remboursement de la mutuelle. Ça, c'est sur finalement l'existant. Un autre paramètre à prendre en compte dans l'impact financier, c'est des hypothèses de surconsommation. L'objectif de la réforme, c'est, alors certes, de limiter le reste à charge des personnes qui sont actuellement remboursées, mais aussi de favoriser l'accès aux soins. Donc, qui dit favoriser l'accès aux soins présuppose, ou en tout cas sous-entend qu'il va y avoir une augmentation de la consommation. Et donc là aussi, il y a des hypothèses de surconsommation à prendre pour évaluer l'impact financier. Alors ces hypothèses, elles ne vont pas être communes selon le type de mutuelle, et puis surtout, elles vont pas être communes même selon le type de garantie. Il sera nécessaire de segmenter vos garanties, et selon les remboursements actuellement proposés, selon la fréquence de consommation, les hypothèses seront différentes. Donc voilà pour l'impact financier qui a des impacts à anticiper puisque nécessaire pour évaluer vos projections de budget et puis du coup qui découlera pour vos indexations tarifaires pour pouvoir estimer les prévisions de prestations et de consommation de l'année à venir. Alors, la date prévue d'entrée en vigueur de la réforme pour les organismes d'assurance santé complémentaire, c'est le 1er janvier 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous reste 229 jours exactement pour faire tout ça. En gros, vous devez courir un marathon dans le temps d'un 100 mètres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme vous n'aviez rien d'autre à faire, ça tombe bien. Alors, en 229 jours, vous devez mettre en conformité l'ensemble de vos garanties et vous n'avez pas trop le choix. Si vous ne le faites pas, tout d'abord, vous allez devoir payer la taxe qui va augmenter et c'est pas faible puisque ça passe de 13,27 à 20,27, ça augmente de 7%, donc c'est un coût assez élevé. Et si vous avez au moins une entreprise couverte par votre organisme et qu'elle n'est pas en conformité, elle n'a plus droit à la déductibilité sociale et fiscale du régime, ce qui évidemment est un défaut de conseil grave pour l'entreprise. Donc la possibilité de ne pas se mettre en conformité serait très 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 limitée. Donc, vous êtes obligé d'étudier absolument toutes vos garanties sur ces 3 postes et d'identifier tous les ajustements que vous devez y apporter. Il va y avoir des modifications importantes. Par exemple, en dentaire, beaucoup de propositions de produits limiter le montant remboursé au titre des prothèses par an et par personne. À partir du 1er janvier 2001, au niveau du poste 100% santé, vous ne pouvez plus limiter le nombre de prothèses. C'est-à-dire qu'on pourra assister à quelqu'un qui se fera poser 32 prothèses. C'est possible. Évidemment, ça a un coût énorme, mais c'est une obligation prise en charge. Donc, il faut que vous revoyiez à la loupe l'ensemble de vos garanties et comment vous allez à nouveau les libeller.
sachant qu'il faut que ce soit transparent, lisible, etc. Et comment vous allez adapter la présentation des prix de garantie. Quand j'ai dit 229 jours, j'ai compté les jours fériés, j'étais gentille, il n'était pas question que vous preniez des vacances ou que vous ne travailliez pas les jours fériés, mais il faudrait quand même déduire 30 à 45 jours, puisqu'il faut que vous puissiez envoyer les cartes de tir payants le 15 novembre ou le 1er décembre au plus tard, et vous devez également revoir la présentation et le marketing de cette carte de tir payant, puisqu'elle ne sera plus du tout libellée de la même façon. Vous devez également avoir fait un test d'une version bêta pour être sûr que tout fonctionne. Donc voilà, c'est un travail énorme. Vous devez faire évoluer vos produits, évoluer la présentation, évoluer les remboursements, faire le tri de produits parce que sur certains produits, il sera peut-être possible de ne pas faire de conformité, notamment si aujourd'hui vous proposez des produits qui sont déjà pas responsables. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire une conformité? Ça n'a pas forcément de sens. Vous êtes déjà à une taxe majorée et ils sont déjà en dehors du scope, mais il faut les trier. Et donc là-dessus, vous avez un énorme travail. Donc, ce que nous proposons à Cuelia, c'est identifier les modalités pratiques de mise en conformité, éventuellement envisager que certaines ne le soient pas. Vous avez eu, je dirais, un échauffement lorsqu'on a fait la santé pour tous et le nouveau contrat responsable il y a 3-4 ans, donc vous êtes déjà un petit peu rodés. De même qu'à l'époque, l'intégralité de vos grilles doivent passer à la moulinette. Et vous devez rédiger un guide de mise en conformité. En parallèle, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu que tout ça devienne très facile d'utilisation et de compréhension par l'ensemble du public. Donc l'UNOCAM a signé un accord pour faciliter la lisibilité des garanties, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus haut. Ce qui est envisagé, c'est que l'ensemble des organismes travaillent sur des intitulés communs, que soit établi un glossaire et que les appellations des différentes garanties soient totalement harmonisées. Alors, s'agissant d'une signature d'un accord de l'UNOCAM, il s'agit d'un accord qui est très fortement recommandé, mais qui ne présente pas de caractère obligatoire. Toutefois, c'est clair que si beaucoup d'organismes le font et que vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans un énorme décalage. Vous risquez d'avoir un problème d'image. On sait que les comparateurs, les organismes de comparaison tels que UFC, que Choisir, etc., vont se faire un plaisir d'aller à la pêche à ceux qui n'auront pas harmonisé et mis en place leur lisibilité. Et l'objectif est clairement que les prospects et les adhérents puissent comparer les offres. Alors, ce qui est clair, c'est que à partir de cela, il va y avoir une comparaison beaucoup plus facile et une difficulté de vous différencier, mais on va en parler un petit peu plus loin. Donc là, nous avons remis par écrit l'ensemble des grands postes qui désormais doivent représenter les garanties, et vous avez la possibilité de rajouter des rubriques, mais en nombre limité, donc hospitalisation, optique, soins courants, aide auditive, dentaire, et la possibilité de rajouter quelques postes. Et à l'intérieur, les sous-rubriques sont déjà également prévues, avec la possibilité de rajouter quelques rubriques, mais toujours en nombre limité. Il faut que vous sachiez qu'au niveau de cet impact de conformité, vous devez également prendre garde à l'ensemble des conventions collectives nationales pour tous les contrats d'entreprise. En effet, aujourd'hui, il existe 250 conventions collectives qui prévoient un accord en santé. Elles vont donc être obligées de retravailler en commission paritaire, et à l'occasion de la mise en conformité, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres modifications dans ces conventions collectives que celles qui sont prévues par le 100% santé. Donc vous êtes en même temps obligé de mettre en place une veille technologique
pour surveiller les accords d'extension de chaque convention collective sur la santé, de façon à ce que les contrats d'entreprise que vous avez par rapport à chaque type de profession se mettent en conformité au fur et à mesure que les extensions entreront en vigueur. Alors, finalement, on voit que la réforme intègre un volet important sur la lisibilité des garanties, et dans la continuité finalement de ces recommandations de lisibilité des garanties, on demande un vrai effort des organismes d'assurance sur la communication et finalement pour faciliter la lecture et la compréhension des garanties. Pour faciliter cette lecture et cette compréhension, on va demander, alors là aussi c'est des recommandations, mais c'est fortement recommandé d'intégrer des exemples de remboursement concrets sur chacune des grilles de garantie, sur les postes les plus importants. En parallèle de ces exemples de remboursement concret, l'UNOCAM recommande également de mettre en place un simulateur de remboursement disponible sur Internet. On a été un peu regardé, là il y a quelques mutuelles qui, pour l'instant, ont mis en œuvre ces simulateurs, et ça permet en fait à l'adhérent, en fonction de sa garantie et de la dépense engagée, de connaître son reste à charge sur les différents postes. Donc ça c'est quelque chose qui va permettre aussi de différencier les mutuelles et l'existence ou non d'un simulateur sur leur plateforme internet. Et puis au-delà de l'accès à ce simulateur par les adhérents, on pense aussi à vos commerciaux qui vont aller voir les entreprises pour expliquer l'évolution d'une grille de garantie et expliquer l'impact concret sur les salariés. Ce simulateur permettra de visualiser en direct les restes à charge en fonction des garanties proposées par l'employeur. Alors je voudrais quand même ajouter un point important sur ce simulateur, parce que dans ma vie antérieure et dans la société que j'avais créée, nous en avions réalisé un. Alors, c'est vrai que ça peut vous paraître un gros travail, mais d'abord Actuelia est là pour vous aider et pourra certainement vous apporter quelque chose là-dessus, d'important, je veux dire. Mais pour en avoir eu un à disposition et l'avoir présenté à un certain nombre d'entreprises, en commission paritaire, à différents consommateurs, prospects, etc., ce que je peux vous dire, c'est que ça a un effet waouh. On est dans une pièce, on met à l'écran, voilà monsieur, vous allez faire telle consommation, vous allez voir tel professionnel de santé, voilà ce qui va vous facturer, voilà ce que va vous rembourser la sécurité sociale, voilà ce que vous allez recevoir, et voilà votre reste à charge. Et là, tout d'un coup, on a l'ensemble de la population qui assiste à la présentation, qui reste médusée. Je n'exagère pas le terme, qui tout d'un coup se met à poser plein de questions et on répond à toutes les questions parce que vous avez un autre exemple, pas de problème, clac, 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 le voilà. Et tout d'un coup, les gens ont l'impression qu'ils maîtrisent leur destin, qu'ils comprennent ce qu'ils font, qu'ils comprennent ce qu'ils achètent. Et ils disent, bon, et pour ce produit-là, je vais payer tant, mais si je passe à l'autre et que je paye plus, qu'est-ce que je vais avoir? Et clac, et voilà, vous allez avoir ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très très pédagogique, très clair, et c'est clair que ça peut vous paraître une charge de travail supplémentaire, mais moi je vous encourage vivement à le faire, d'abord parce que vos concurrents vont le faire, et ensuite parce que ça va énormément aider vos commerciaux et énormément aider vos adhérents à comprendre ce qu'ils vont avoir. Pour faciliter aussi la compréhension des adhérents et des entreprises et donc de vos commerciaux, ça va nécessiter une formation de votre personnel. Là, on a commencé la semaine dernière à former par exemple des gestionnaires de prestations parce que la réforme 100% santé, alors in fine, ce sera un impact sur l'adhérent qui verra son reste à charge diminuer, mais avant, il faut penser qu'il y a des commerciaux qui vont aller présenter les grilles de garantie, des gestionnaires qui vont vraiment liquider les prestations. Et la réforme 100% santé aura un impact sur la liquidation, sur la présentation des garanties, puisque les bases de remboursement vont évoluer, les prix limites de vente vont être intégrés, et puis le remboursement de la mutuelle va évoluer. Donc, gardez en tête la formation nécessaire, pas négliger la formation
des salariés internes à la mutuelle. Alors, ce que vous allez devoir faire également, c'est revoir votre système d'information et le reparamétrer. Donc, il y a deux cas de figure. Vous avez votre propre logiciel et vous faites vos propres développements. Eh bien, vos équipes informatiques doivent se mettre au travail à partir d'un cahier des charges qui doit être revu et corrigé. Et vous devez faire un recettage. C'est quand même un travail lourd qui doit être mis dans le calendrier rapidement. Hein, je rappelle, 229 jours, moins 45, moins les jours fériés. Bon. Et vous pouvez également être sur une autre problématique qui est que vous avez acheté un logiciel de marché. Donc, votre éditeur de logiciel va ou vous a déjà envoyé la nouvelle version, mais il faut que vous la testiez, il faut que vos gestionnaires commencent à se l'approprier, il faut que vous éventuellement découvrir les bugs qui n'ont pas été détectés par l'éditeur de logiciel. Hein. Ça n'arrive jamais, ça, c'est juste, je dis ça pour le cas où. Vous avez tous eu des exemples où malheureusement la version qui est arrivée, il faut qu'elle essuie les plaques et derrière on refait. Donc vous avez un énorme travail pour identifier les garanties, reparamétrer, que tout votre personnel de gestion soit formé et que l'ensemble de la mutuelle soit prête à mettre en place tout ça pour peut-être le 1er décembre. Alors, sur la mise en place de la réforme, tout n'est pas au 1er janvier 2020. Ce qui se passe au 1er janvier 2020, c'est l'obligation d'être en conformité par rapport à vos grilles de garantie sur les postes concernés, la mise à jour des exemples de remboursement et la mise à jour du simulateur. Par contre, notamment par exemple sur le dentaire, il va y avoir des changements tarifaires jusqu'en 2023. Et au 1er avril 2019, vous avez déjà vu arriver des codifications dentaires différentes et des montants de prix de vente différents et des montants de remboursement différents. Donc en 2019, ce que vous devez faire, c'est l'estimation de l'impact financier. Pour la petite histoire, à la limite, vous n'augmentez pas du tout et vous ne faites pas l'impact financier. C'est ce que le gouvernement a proposé. Bon, je pense qu'il faut quand même le faire. La mise en conformité de vos grilles, vous pouvez les faire dès maintenant en mettant des dates. Le travail est fait et ensuite, au moment des mises en place des tarifs, clac, tout se met en route. L'intégration d'exemples de remboursement, la mise en ligne du simulateur et la validation des modifications tarifaires que vous devez faire valider par l'AG. Et dans la foulée, moi je vous propose de faire valider par l'AG toutes les grilles jusqu'en 2022. Comme ça c'est fait, vous n'avez pas à le remettre à l'ordre du jour tous les ans et on ne sait jamais, il pourrait y avoir des questions récurrentes, etc. Vous ciblez le problème en une seule fois. Donc en 2020, mise en conformité des grilles et des tarifs, exemple de remboursement, mise à jour du simulateur. En 2021, vous avez la mise à jour des exemples, puisqu'il y a une évolution des prix limites de vente et des honoraires, des honoraires limites des professionnels de santé en dentaire. Et donc, du fait, de nouveau, la mise à jour du simulateur. Et en 2022, encore une évolution du prix de la prothèse fixe céramique du panier libre. Alors finalement, on se rend compte que cette réforme va conduire finalement mécaniquement à une sorte d'harmonisation des grilles de garantie entre les différents organismes. Alors déjà une harmonisation parce qu'il va y avoir 5 libellés imposés et qu'à l'intérieur de ces libellés, il va y avoir également des sous-rubriques imposées. On a l'impression que les grilles de garantie vont se ressembler en termes déjà de libellés. Et puis même en termes de remboursement, sur le dentaire, sur l'audioprothèse et sur l'optique, on aura les classes dispositifs 100% santé sur lesquelles le remboursement sera identique, quel que soit l'organisme d'assurance. Et donc finalement, se pose la question, mais comment réussir à se différencier et est-ce qu'on ne pourrait pas profiter à la fois de la revue de ces garanties, de la revue de cette réforme pour amplifier ces facteurs de différenciation.
C'est clair que le 100% santé, il sera le même dans tous les organismes complémentaires de santé. À la limite, vous pouvez attendre que le copain d'à côté fait le travail et copier sa grille de garantie, puisqu'elles vont forcément être toutes identiques. Donc, la comparabilité sur ces produits-là d'une mutuelle à l'autre va être uniquement le prix, et ça va créer des distorsions par rapport à un certain nombre de facteurs. Les offres proposées à côté vont être plus différenciantes, et ça peut être un point de différenciation. Mais c'est clair que la lisibilité et la comparabilité vont faire qu'on se demande comment le prospect va faire son choix. Et donc, ça peut être vu comme une menace, mais comme toute menace, ça peut être transformé en opportunité. Comment mettre à profit cette réforme? Alors, il y a des exemples de leviers de différenciation. Plus vous allez communiquer, l'effet wow dont je parlais tout à l'heure, plus il sera simple, plus il sera facile, et je pense que plus le consommateur voudra acheter les produits que vous proposerez, parce que, clairement, il comprendra mieux ce qu'il va avoir. Mais c'est clair que vos ressources marketing et communication doivent être énormément sollicitées et vont avoir un énorme travail de pédagogie à faire là-dessus. Ensuite, vous allez différencier vos cibles. La population entrée de gamme qui va se focaliser sur le 100% santé, et il va rester quand même une population importante haut de gamme qui va vouloir rester sur des produits plus élaborés et qui va vouloir autre chose. Donc là, vous pouvez également avoir un effet de différenciation. Vous pouvez également communiquer sur des augmentations tarifaires limitées, c'est-à-dire ne pas mettre la totalité de l'impact tarifaire tout de suite. En effet, il faut voir que ce qui va augmenter le plus, c'est les régimes qui aujourd'hui sont les plus bas, et donc qui s'adressent à la population économiquement la plus faible, ce qui est quand même une position schizophrénique. Donc, peut-être que vous pouvez organiser une certaine mutualisation au sein de votre mutuelle, entre des populations qui vont payer un peu plus et celles qui, du coup, vont être un peu plus aidées. Et vous pouvez également étalonner et faire l'augmentation tarifaire de façon plus douce, en vous aidant des réserves, de la mutualisation, etc. et faire une grosse communication dessus. Il va y avoir des prises en charge ou non de certains des engagements, notamment par exemple sur les INLECOR et l'optique en classe B, qui peuvent être un moyen de se différencier. L'accent peut être mis sur les autres garanties. L'hospitalisation, l'ambulatoire, l'orthodontie qui aujourd'hui n'est pas vue du tout par le 100% santé, les implants, les lentilles qui ne sont absolument pas évoquées par le 100% santé, la parodontologie qui coûte très cher et qui n'est non plus pas du tout vue ni par la sécurité sociale ni par le 100% santé, à l'exception de la petite citation que j'ai faite d'un bilan spécifique pour les personnes diabétiques. Vous pouvez accentuer les médecines douces qui sont quand même très demandées par le public. Toutes les médecines telles l'ostéopathie, la naturopathie, les diététiciens, les cures thermales, le patch anti-tabac, etc. Il y a une forte demande sur ces médecines. Donc là-dessus, vous pouvez vous différencier. Je propose encore deux autres points de différenciation. Peu de gens lisent le contrat assistance qui, en général, est proposé en même temps que la mutuelle santé elle-même. Et il peut y avoir des prestations d'assistance très différenciantes et qui sont quand même très intéressantes pour les personnes lorsqu'elles sont malades. Et également, un point de différenciation par rapport aux organismes d'assurance, je veux dire ceux qui relèvent du Code des assurances, vous avez le fonds social qui souvent existe et est un peu inconnu du public. Moi, j'ai connu des fonds sociaux très importants qui n'étaient jamais sollicités. Donc, vous pouvez communiquer là-dessus, que vous êtes un organisme social et que, malgré le 100% santé, les personnes peuvent faire appel, soit sur d'autres postes, soit en n'ayant pas consommé le 100% santé, à ce fonds social pour être mieux remboursé. Donc,
tout cas, ce qui sera important, c'est que, quel que soit l'axe de différenciation choisi, il y ait une vraie communication qui soit mise dessus. On a déjà vu des mutuelles qui proposaient aucune augmentation tarifaire, donc le conseil d'administration le voit, sauf que s'il n'y a aucune communication dessus, finalement, l'adhérent ou le futur prospect n'en a pas connaissance, c'est-à-dire ça ne devient pas un levier d'action. Alors, ce que j'espère, c'est que nous avons été clairs. Ce que j'espère, c'est qu'on pourra vous apporter une aide efficace et que le 100% santé ne sera pas un 100% stress. En tout cas, n'hésitez pas soit à nous solliciter sur ces sujets, puis même dès maintenant à nous poser des questions. Alors, on a une question. Est-ce que les audioprothésistes doivent proposer dès 2019 les classes 1, classe 2? Donc oui, les audioprothésistes doivent bien proposer dès 2019 un équipement classe 1 et un équipement classe 2. Par contre, l'obligation de prise en charge par la mutuelle du reste à charge à 100%, lui, sera effectif qu'à partir de 2021. Mais on voit bien que dès 2019, il y a des équipements classe 1 qui doivent être proposés, sur lesquels l'audioprothésiste aura des prix limites de vente imposés et sur lesquels la sécurité sociale commencera à rembourser. Donc on voit que finalement l'impact financier, il va apparaître dès 2019 et dès 2020, et sur l'audioprothèse, en fonction de la formulation de votre garantie, que ce soit en pourcentage de la base de remboursement ou en euros, l'impact sera complètement différent. Il pourra être à la hausse ou à la baisse en 2019 et en 2020. On a une autre question qui est, étant donné tout ce qu'il y a à faire et la charge de travail, est-ce qu'il va y avoir une mesure d'également de l'obligation du 1er janvier 2020? Pour le moment, nous, notre réponse, c'est qu'on ne voit rien dans ce sens et que je dirais qu'il ne faut pas compter dessus. C'est prendre du retard de penser qu'on va pouvoir avoir plus de temps que prévu. Je pense qu'il vaut mieux être prêt. On a la mutuelle de la Réunion qui nous demande s'ils peuvent mettre des exemples propres à leur région, sachant que les bases de remboursement sont différentes. Oui, bien entendu. On a le cas aussi en Alsace-Moselle où il faudra proposer un remboursement régime local et un remboursement régime général. Et là aussi, pour la Réunion, il faudra proposer les remboursements, effectivement, propres à vos adhérents, et vous pourrez distinguer les différents exemples en fonction de la zone géographique. Également, vous pouvez le mettre sur des régimes de base qui ne sont pas la sécurité sociale, puisqu'il reste encore des régimes de base différenciés, par exemple la SNCF, et c'est clairement dans ce cas-là qu'il faut prévoir un exemple qui est propre à la population des Chinois.